Bonjour tout le monde, c'est Édouard Fourdrin de l'ADEME. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc je crois qu'il y a un petit décalage en fait entre le moment où je parle et le moment où vous pouvez me répondre sur le chat. Merci de me dire dans le chat si effectivement vous nous entendez bien et pour combler du coup ce petit décalage, je vous souhaite à tous du coup la bienvenue pour cette webconférence sur les trajectoires de transition bas carbone et d'adaptation et comment on les construit et comment les acteurs se les approprient. Merci pour vos retours. A priori, tout fonctionne bien. Donc, je vous propose de commencer dès maintenant. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre participation. Merci pour votre présence. Et donc, comme je disais en introduction, on va s'intéresser pendant cette webconférence aux trajectoires de transition bas carbone et d'adaptation, comment les construire et quelle appropriation par les acteurs. Quelques mots d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. On est sur la première édition du sommet virtuel du climat. Donc c'est un événement qui est 100% en ligne et composé de 31 webconférences et d'un salon virtuel avec des stands virtuels le dernier jour. Voilà, c'est un événement qui a été initié et coordonné par la PCC et coporté par l'ADEME, l'association Bilan Carbone, la Fédération Sinov et le CRMA. Et donc ce sommet virtuel vise à diffuser gratuitement et le plus largement possible les expertises et les retours d'expérience sur différents sujets liés au climat. L'idée, c'est que chacun puisse trouver dans cet événement des clés, des réponses, des leviers d'action, des solutions pour avancer encore plus sur la trajectoire de la neutralité carbone et de l'adaptation au nouveau monde qui va se présenter à nous. Voilà. Deuxième élément, donc nous on remercie aussi l'ensemble des sponsors et partenaires que vous voyez ici sur la slide qui nous ont aidés du coup à élaborer et à tenir ce sommet virtuel du climat et les différentes webconférences. Donc merci du coup à l'ensemble des sponsors, experts mobilisés et partenaires. Et puis, dernier élément un petit peu d'introduction, cette conférence, elle est disponible en replay sur le site du Sommet virtuel du climat, donc juste à la fin, vous pourrez y accéder. Vous pourrez aussi télécharger le support de présentation qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions à chaque fois que vous avez voilà, une question d'un peu de compréhension ou une question sur une intervention. N'hésitez pas à la poser via le chat en ligne. On aura à chaque fois, après chaque moment, après chaque sujet, un moment du coup d'échange avec les intervenants où du coup je reprendrai vos questions du chat et je les poserai du coup aux intervenants. Donc n'hésitez pas à les poser dès que vous les avez et ensuite moi je les reprends pendant une phase de 10 minutes à peu près après chaque intervention. Alors, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On est sur une webconférence sur les trajectoires de transition bas carbone. L'objectif de cette conférence, c'est de présenter les travaux et les réflexions qui sont menées sur les trajectoires de transition bas carbone, mais également sur le sujet de l'adaptation. Et de voir comment on construit ces trajectoires-là et comment aussi les acteurs se les approprient. Donc on va tourner autour des sujets suivants. Le premier sujet, c'est comment on construit une trajectoire de transition bas carbone pour les secteurs, avec quels acteurs, à quelle échelle géographique. Et pour ça, du coup, on aura deux intervenants. Je vais commencer par une présentation des travaux qu'on mène à l'ADEME sur ce sujet-là. Donc ça sera moi, Édouard Fourdrin, et puis Yann Briand, qui est chercheur en politique climat, énergie, transport au sein de l'Institut du développement durable et des relations internationales, nous parlera du projet Deep Decarbonization Pathway. Ensuite, le deuxième sujet, ça sera comment les entreprises s'approprient ces trajectoires pour définir des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, donc, on aura un témoignage de Dominique Lucas, qui est chef du coup du service performance environnementale au sein du groupe Renault. Et puis, je voulais terminer cette webconférence avec le sujet de l'adaptation et quels sont les éléments qui sont disponibles sur ce sujet-là pour les entreprises. Et donc là, on aura une intervention de Céline Phillips, qui est ingénieure en service climat de l'ADEME.
En termes du coup d'introduction aussi, sur ce sujet effectivement de la transition bas carbone, si on veut aller à l'échelle de l'entreprise et d'évaluation du coup de la maturité et de la stratégie climat des entreprises, c'est intéressant du coup d'avoir un cheminement par rapport à un objectif global. Et il y a des étapes du coup à respecter qu'on va essayer de couvrir du coup via cette webconférence. Et là, c'était du coup un slide que je voulais du coup évoquer avec vous qui consiste à dire qu'on peut partir d'un scénario global. Là, ici, du coup, c'est l'objectif que l'on s'est fixé avec l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés. Ça, c'est l'objectif global, mais après, comment on décline ça pour arriver jusqu'à l'entreprise? Eh ben, il faut définir un budget global. Le GIEC nous fournit des éléments là-dessus, mais ça reste global, ça reste au niveau effectivement dans son ensemble. Il faut qu'ensuite on aille au niveau sectoriel pour voir comment la transition doit se passer au niveau sectoriel. Et là, on a par exemple des scénarios qui sont fournis par l'Agence internationale de l'énergie, mais on va couvrir d'autres exemples aujourd'hui avec l'IDRI et avec les travaux de l'ADEME. Et ensuite, ces travaux sectoriels, donc quand on connaît comment la transition doit se passer au niveau d'un secteur. L'idée, c'est d'aller de manière plus fine à l'échelle de l'entreprise. Et là, on a des initiatives type Science-Based Targets, initiatives qui nous permettent d'avoir des trajectoires propres à chaque entreprise, et puis des dispositifs comme ACT qu'on développe aussi à l'ADEME pour justement évaluer la stratégie climat de ces entreprises au regard de leur trajectoire théorique et qu'elles sont censées suivre pour participer à la transition. Donc voilà, il y a tout un cheminement qui est possible. Et donc là, l'idée, c'est de faire un focus sur comment on détermine une trajectoire à un niveau sectoriel et ensuite comment on peut l'utiliser par une entreprise. Donc du coup, je vais commencer ce premier sujet sur la construction de trajectoires de transition bas carbone avec les plans de transition industrielle que l'on développe du côté de l'ADEME. On se focalise sur l'industrie parce que c'est un secteur qui est clé en termes de consommation énergétique et donc d'émissions de gaz à effet de serre et de transition bas carbone. Une première slide qui nous montre que on a beaucoup d'établissements industriels en France, mais si on se concentre vraiment sur les entreprises qui consomment, les industries pardon, qui consomment beaucoup d'énergie, en s'intéressant effectivement à quelques entreprises de ce scope-là, on peut couvrir une large partie de la consommation énergétique finale. Donc voilà, il s'agit effectivement de bien focaliser sur les industries qui sont clés en termes de consommation énergétique. On n'est pas obligé de couvrir tout le monde. En couvrant effectivement une petite partie d'entreprise, on arrive à couvrir une bonne partie de la consommation énergétique finale. Alors qu'est-ce qu'on veut faire nous avec ces plans de transition industriels en France et à l'ADEME? En fait, on a déjà des travaux prospectifs pour les entreprises. Donc on a des visions prospectives ADEME à l'horizon 2035-2050, qui sont du coup des visions très générales et par grand secteur d'activité. Donc on parle de l'industrie en général, on parle du transport en général, etc. En bout de chaîne, on a un dispositif que je présentais rapidement tout à l'heure, qui est le dispositif ACT, qui veut dire Assessing Low Carbon Transition, et qui vise à évaluer la stratégie climat des entreprises et leur contribution à la transition bas carbone. Et donc on aura d'ailleurs, si vous êtes intéressé, une conférence dédiée vraiment sur ACT en tant que tel le 26 novembre, donc la semaine prochaine à 14 h, dans le cadre du sommet virtuel du climat. Mais là, ce qu'on vise du coup, c'est avoir quelque chose entre les deux. Donc c'est quelque chose qui nous permette de passer de vraiment l'échelle sectorielle un peu macro à l'échelle entreprise, et on a besoin effectivement de plans de transition qui sont plus fins par secteur, par industrie. Par industrie, de manière à couvrir effectivement chaque industrie et de couvrir l'ensemble des spécificités des industries. Donc c'est pour ça que on veut couvrir 9 secteurs d'ici fin 2022, le secteur du ciment, le secteur de l'acier, l'aluminium, le verre, le dichlore, l'ammoniac, l'éthylène, le papier, le carton et le sucre. On va commencer, du coup, on est en train de commencer les travaux sur le secteur du ciment, et ensuite on développera ça du coup sur l'ensemble des autres secteurs industriels. Mais l'idée, hein, c'est bien ça, c'est d'avoir effectivement une réponse par industrie
à quoi doit ressembler la transition pour cette industrie-là en particulier. Donc en fait, cette prospective et ces plans de transition, ils reposent sur 4 piliers. Le pilier auquel on pense assez rapidement, c'est le pilier technologique. Il s'agit effectivement, quand on parle de transition pour un secteur industriel, de travailler sur les questions technologiques, donc de manière un peu transversale, l'efficacité énergétique, le mix d'approvisionnement en énergie avec l'électrification, l'achat d'électricité renouvelable, l'hydrogène qui peut aussi être une technologie, l'efficacité matière, tout ce qui va être aussi capture du carbone pour stockage ou pour utilisation. Donc voilà, ce sont des briques technologiques qui vont nous permettre de décarboner l'industrie. Donc il faut creuser ce volet-là par pan de l'industrie. Le deuxième volet, on a besoin aussi de comprendre comment va évoluer le marché et notamment la demande. Donc il faut aussi faire des projections sur les niveaux de production et les business models des différentes industries. Le troisième volet, c'est la finance. Toute transition, du coup, demandera effectivement des financements. Donc, quel va être le coût de la transition? Quels vont être les euros par tonne de CO2 évité? Comment tout ça, ça va se répartir entre les dépenses opérationnelles, OPEX, et les dépenses d'investissement, les CAPEX, et quels sont les types de finances associés? Donc, il y a aussi effectivement ce volet de financement de la transition qui est important. Et puis le quatrième volet qu'on veut couvrir avec ces plans de transition industrielle, ce sont les politiques publiques. Pour que les transitions se mettent en œuvre aussi, les politiques publiques doivent être là. Et il faut notamment travailler sur la volet emploi, fiscalité, de manière à mettre tout ça de manière cohérente, éventuellement combler des trous. Donc voilà, c'est un quatrième volet sur lequel on va s'intéresser, sur lequel on va travailler dans ces plans de transition industrielle. Et au final, donc on veut arriver à ce genre de prospective, industrie par industrie. Ici, c'est l'exemple du ciment. Alors, c'est complètement illustratif, il ne faut pas du tout regarder les données. Mais on veut effectivement arriver à un scénario entre aujourd'hui et 2050. Et de voir effectivement quels sont les leviers technologiques qui vont nous permettre d'atteindre du coup la neutralité carbone en 2050, et quels sont du coup les coûts associés. Ici, vous avez les coûts associés à l'efficacité énergétique, à l'économie circulaire, etc. Chaque fois, quels sont les coûts associés à cette transition-là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on est en train de développer du côté ADEME sur vraiment le volet industriel. Alors on ne le fait pas tout seul en termes de méthodologie, on n'a pas la prétention de le faire tout seul, et du coup on le développe en mobilisant les acteurs à chaque fois de l'industrie. On a commencé par le ciment, donc on a commencé avec ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on les mobilise par des groupes de travail réguliers. Il y a déjà eu 2 groupes de travail sur ce secteur-là. On fait aussi des discussions bilatérales avec les entreprises, de manière effectivement à bien comprendre et à identifier effectivement les leviers possibles pour la transition. Et donc là, on a commencé le secteur du ciment au mois de juin, et on devrait terminer au premier trimestre 2020. Et ensuite, du coup, on élaborera ces travaux, on les dupliquera sur les autres industries qui nous intéressent en termes de transition. Donc voilà, c'est un premier exemple, un peu aussi introductif sur comment l'ADEME travaille sur cette question de la transition dans le secteur de l'industrie en particulier. Et avant du coup de passer à des questions, je vais passer la main à Yann Briand, donc de l'IDRI, pour qu'il nous dise ce que l'IDRI fait en termes pareil, de travaux, de construction de trajectoires de transition bas carbone, d'une manière générale, avec un focus aussi particulier sur le secteur du transport. Donc Yann, je te laisse la parole. Je te remercie, Edouard. Effectivement, alors voilà, si ma slide arrive. Donc effectivement, nous, à l'IDRI, donc je vais vous présenter brièvement l'Institut pour ceux qui ne le connaissent pas. On travaille effectivement sur la construction donc, de trajectoires, de décarbonation profonde, sectorielle et à long terme à 2050, avec la volonté d'informer, d'utiliser en fait les trajectoires comme un outil pour informer les choix d'acteurs. Donc, je vais vous faire une présentation en 3 points. Je vais insister principalement, c'est ce que m'avait demandé Edouard, plutôt sur
l'approche de construction des scénarios et donc notre méthodologie de travail. Et puis, donc, dans un deuxième temps, et puis dans un troisième temps, je présenterai en une slide notre approche parmi les autres, les valeurs ajoutées, on va dire, notre approche parmi les autres approches de prospective. Et puis, vous aurez quelques slides supplémentaires pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus. Donc, très brièvement, l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, c'est un institut donc, de recherche indépendant qui a été fondé donc, en 2001 par Laurence Toubiana et donc à l'époque au board avec Jean Jouzel. Je me rends compte que c'est une ancienne slide, mais ce n'est pas grave. Et donc l'objectif de l'IDRI, en gros, c'est de proposer différents outils et méthodes pour intégrer tous les aspects du développement durable dans les différentes politiques publiques aujourd'hui. On a 4 principaux programmes de recherche sur les différents sujets que sont donc, la transition climatique, des océans, la biodiversité et l'agriculture, et les questions de gouvernance. Et puis, vous trouvez effectivement quelques chiffres sur nos publications et nos travaux. L'initiative donc, du Deep Decarbonization Pathways, c'est avant tout une initiative internationale de recherche. Donc, on travaille actuellement avec plus de 35 centres de recherche publics ou privés dans le monde et dans différents pays. Et la particularité, c'est de partager une approche commune nécessaire justement pour analyser de manière cohérente les transitions dans ces différents pays et surtout pouvoir les comparer et s'entraider. Une des caractéristiques, donc un de nos objectifs, c'est de construire des trajectoires qui soient en capacité d'informer donc les décisions des différents gouvernements dans ces différents pays. Donc, ce sont des trajectoires qui doivent prendre en compte à la fois les objectifs de développement nationaux et également être en capacité d'intégrer l'objectif ambitieux de l'accord de Paris, à savoir donc bien en dessous de 2 degrés et vers 1,5 degré. Ce sont, comme je le disais, des trajectoires à 2050, avec pour objectif, dans la description de nos scénarios, d'être en capacité de capturer les transformations qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui et d'être en capacité de décrire les conditions et les actions à prendre tout de suite pour voir dans quelle mesure elles sont cohérentes avec la vision à 2050. Donc ça nous permet en gros de construire également des stratégies de court terme, de court moyen terme, d'ici 2030 par exemple, pour effectivement être sûr d'être aligné avec l'accord de Paris. Et enfin, le dernier aspect, qui est un aspect plus lié au débat de politique publique, ce que je disais en introduction, un des objets de cette approche, c'est également de construire et de structurer des dialogues de politique publique dans les différents pays. Et pour cela, nous utilisons donc les trajectoires, les scénarios comme des outils au service du dialogue et au service donc de la confrontation des points de vue des différents acteurs. Je ne vais pas insister sur cette slide, surtout que je vois qu'en plus elle est un peu coupée. C'était juste pour dire que c'est une initiative qui n'est pas nouvelle. On travaille sur ces thématiques depuis l'avant-COP, donc l'avant-COP 21, je veux dire, depuis 2014. Et à l'époque, donc les premiers travaux consistaient à réussir à prouver, à montrer que les trajectoires de long terme étaient des outils pertinents pour réussir à construire justement des visions globales et surtout avoir une certaine cohérence à la maille internationale sur le niveau du réchauffement climatique et montrer quel était le niveau des émissions qu'il fallait qu'on atteigne collectivement. Et de ces travaux qui ont été réalisés en 2015, il y a eu ensuite des travaux depuis 2017-2018 qui consistent à raffiner les visions sectorielles. Puisqu'une fois qu'on avait une vision globale dans différents pays, l'enjeu, ce qui a été montré dans les limites de ces premiers travaux, c'est que généralement on arrivait à des solutions plutôt faciles, du type électrification, qui sortaient un peu partout, sans forcément arriver à décrire la complexité de la transformation sociale et économique nécessaire dans les différents pays. Donc tout l'enjeu de ce que je vais vous présenter là sur la méthodologie de travail sur le secteur du transport, c'est d'illustrer
avec un secteur, quel est le niveau de détail, par exemple, que nous avons estimé nécessaire pour réussir à parler de la transition et surtout à rendre des scénarios utiles pour les différents acteurs des politiques publiques. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette deuxième partie. Donc, l'approche du DDP. Donc, effectivement, c'est tout d'abord un outil de construction et de comparaison de trajectoires et de scénarios entre experts, donc entre experts et également de communication avec les décideurs. Je regarde juste une seconde. Pardon. Je regardais juste une seconde, excusez-moi, pour voir s'il y avait l'autre présentation que j'avais revue entre-temps. Donc, en gros, je vais vous présenter cette approche en 3 temps. Donc, vous voyez sur la gauche la première étape qui s'appelle donc Storyline, la deuxième qui s'appelle Quantification, la troisième qui s'appelle Dashboard. L'objectif donc de ces différents termes, c'est de fournir en fait 3 modes de représentation du même scénario. Un mode, la storyline ou le narratif, l'histoire, doit être en capacité de fournir une description la plus riche possible et surtout concrète de tous les différents déterminants des transformations. Et elle doit être capable de parler à tous les acteurs de la société, politiques, citoyens, entreprises, pour que chacun puisse comprendre sa place dans la transition et être en capacité justement d'informer ses propres choix d'acteurs. Le dashboard, qui est donc le troisième bloc en partant de la gauche, et lui est une représentation synthétique et quantifiée d'un ensemble d'indicateurs qui ont été sélectionnés pour répondre aux principales questions du débat public. L'objectif également de ce bloc de la méthode, c'est de fournir un ensemble de paramètres que nous pensons être donc principaux pour pouvoir regarder en un coup d'œil, contrôler la direction si notre scénario de décarbonation profonde est cohérent avec les enjeux de développement, avec les revenus des ménages et ainsi de suite. Donc un ensemble d'indicateurs qui nous permet de voir si ce scénario est compatible avec certains de nos objectifs. Et l'étape intermédiaire qui consiste à passer donc d'un narratif plutôt quali, semi-quanti, à une représentation de ce même scénario complètement quantifié avec un nombre limité d'indicateurs. L'avantage de ce que nous utilisons et que je vais montrer après sur ce cadre que nous appelons la quantification, c'est justement de relever un des défis actuels, à savoir qu'il est quasiment impossible d'avoir un modèle aujourd'hui qui représente tout, qui intègre tous les différents déterminants de la transformation et qui informe toutes les questions nécessaires pour comprendre la transition. En général, il y a plusieurs modèles qui sont en capacité de produire certains types d'informations, d'informer certaines questions par rapport à d'autres, de considérer certains déterminants plus que d'autres. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à offrir un cadre de quantification suffisamment ouvert, détaillé, large et flexible pour intégrer un ensemble d'informations qui puissent venir de différentes sources et un ensemble d'informations qui nous permettent d'intégrer les besoins du récit. Quand je veux dire les besoins du récit, j'entends par là, par exemple, des dimensions qui sont parfois complexes à intégrer dans des outils de modélisation. Le rôle ou l'impact des infrastructures sur la demande de transport, et puis également sur le choix des modes, et puis également sur d'autres éléments. Nous essayons justement, par un cadre transparent et flexible, d'essayer d'apporter une réponse aux difficultés de modélisation qui existent. Voici en quelques points, donc quelques éléments. Donc, les petites bulles que vous voyez sur la droite sont des bulles en bleu clair.
sont des bulles qui permettent d'illustrer certaines des questions qui se trouvent derrière ces blocs du récit. Donc là, vous trouverez, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces blocs, c'est les différents blocs que nous avons constitués comme étant les grands blocs importants du récit sur lesquels il est nécessaire de décrire ce qu'il se passe dans la transition. Vous avez en gros les 3 premiers blocs qui sont des blocs qui font appel donc aux transformations socio-économiques. Vous avez ensuite les 2 blocs 4 et 5 qui font plutôt 4, 5, 6 qui font plutôt appel aux transformations technologiques et des véhicules. Et enfin, les 2 blocs 7 et 8 qui représentent justement les interactions entre les aspects plutôt demande et les aspects plutôt offre ou technologie. Et donc, vous avez donc les relations entre le budget des ménages, le coût des modes et le choix des modes, ou le 8 qui est la relation entre les infrastructures, la vitesse et la congestion. Donc, cela représente pour nous l'ensemble des thématiques indispensables donc, à renseigner et qui sont malheureusement parfois, certaines d'entre elles, sont oubliées dans certains scénarios, ne sont pas considérées. Et nous estimons que pour avoir un scénario cohérent à la maille nationale, il est nécessaire d'avoir tous ces éléments décrits. Donc c'est une structure pour nous, c'est celle que nous partageons au sein de notre groupe de recherche. Les questions que vous voyez, donc c'est juste pour vous donner des exemples. À l'intérieur de ces blocs, il y a un ensemble de questions qu'on soumet et l'idée c'est d'arriver à ce que chaque groupe de recherche s'en saisisse et décrive les transformations qui arrivent sur la pyramide des âges de sa population et l'évolution de la mobilité des plus de 65 ans, par exemple. Ou alors, dans la section 7, sur la part du budget des ménages dédiés au transport en 2050. Ensuite, de la même manière, je voulais illustrer le dashboard, donc le cadre que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le cadre synthétique des indicateurs clés pour regarder et suivre les transformations. Donc en gros, il y a différents blocs, le bloc donc population et mobilité, avec certains indicateurs. Donc je voulais vous montrer les indicateurs et les unités que nous utilisons, avec une description des mobilités individuelles par zone géographique, par type d'activité. Ce sont des activités de type contrainte, c'est-à-dire où le choix est limité de le faire ou de ne pas faire. Par exemple, aller au travail, aller se soigner, aller à l'école ou autre, et qui permettent surtout, donc ces ensembles d'indicateurs autour de la population et de la mobilité, par exemple, ont été sélectionnés en fonction de questions. C'est ça que je veux illustrer avec les points bleus et les bulles bleues. C'est comment nous avons construit ces différents indicateurs. On a listé un ensemble de questions, en fait, que nous avons sélectionnées dans le débat public et que nous avons collectées. Et nous avons tâché de nous dire, en fonction de ces grandes questions qui sont importantes à informer pour le débat public, quels seraient les indicateurs pertinents à mettre en œuvre et à présenter. Donc, par exemple, ici, une des questions qui revenait de temps à autre, c'était comprendre comment sont organisées les différentes activités sociales sur le territoire. Les activités, c'est-à-dire le travail, l'habitation, faire ses courses, et ainsi de suite. Comment c'est distribué et comment ça s'organise sur le territoire. C'est un exemple de question qui nous a amené, par exemple, à décider de choisir l'indicateur de la mobilité individuelle sur le territoire de centre-ville, par exemple, et pour les activités contraintes. Donc, un différent niveau de désagrégation pour informer ces types de questions. Et vous en avez d'autres, donc sur les distributions modales, sur le budget temps et distance, par exemple. Celui-ci nous tenait particulièrement à cœur parce que je pense qu'il est important, et on s'en est rendu compte en France également, que pour avoir une transition dans le secteur du transport, une transition bas carbone qui se réalise, il fallait qu'elle soit également socialement acceptable et qu'elle prenne en compte les réalités socio-économiques de notre population. Donc typiquement, les indicateurs de budget dédiés au transport, c'est important. Le temps passé dans les transports, c'est important. La relation entre la distance, le temps et le budget, c'est encore une dimension importante. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails parce qu'il y a beaucoup de différents indicateurs. Je vous montre juste voilà, le jeu de tous les indicateurs qu'on présente. Bien entendu, on en a beaucoup plus à des niveaux désagrégés qui se situent donc dans l'étape de quantification. Mais là, ce que je vous présente, il s'agit bien d'indicateurs que nous utilisons et qui, en gros, tiennent en 2 pages, en une page recto-verso ou en 2 pages face à face, où l'idée, c'est bien d'avoir une représentation synthétique
d'un scénario de décarbonation dans le secteur du transport passager qui puisse être en capacité d'être mobilisé dans un débat public pour discuter de différents enjeux et de différentes dimensions de la transition. Voilà, tous ces indicateurs, donc l'ensemble de ces indicateurs sont disponibles sur Internet, sur le site donc DDP Initiative. Alors c'est dommage, là, on vous renverra les slides de la dernière version mise à jour donc, sur le site donc, ddpinitiative.org. Là, je voulais illustrer donc par différents graphiques, vous montrer que derrière en fait, ces indicateurs du dashboard, on utilise un ensemble de graphiques et que la représentation graphique est également un outil qui facilite le dialogue. Et c'est ce qu'on utilise également pour permettre le débat public et structurer le débat autour de ces indicateurs. Donc là, vous avez une représentation et si vous allez, vous cliquez sur ddpinitiative.org, vous retrouverez ces graphiques et vous retrouverez la liste des indicateurs que j'ai mentionnés auparavant. Et enfin, je vous ai parlé donc des storylines, de la construction d'un cadre de narratif qui prenne en compte tous les déterminants. Je vous ai présenté le cadre synthétique des indicateurs clés utiles pour le débat, qui est le dashboard. J'ai présenté qu'on pouvait les visualiser ou les mettre sous forme graphique et que ça facilitait encore plus le débat. Et je vais également vous parler de cette étape qui n'est pas négligeable, qui est l'étape de traduction, de quantification et l'approche flexible que nous avons par rapport à ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut savoir qu'en gros, il y a de nombreux outils qui existent aujourd'hui et qui permettent de décrire des scénarios, des récits, des parties du récit, qui les transcrivent dans un ensemble d'indicateurs, qui sont capables de parler de la transformation des véhicules, qui sont un peu plus capables de regarder les infrastructures. Mais il est rare d'avoir un outil, en tout cas nous, il n'y en a pas d'existant actuellement, on n'en connaît pas en France qui le fasse, qui intègre vraiment l'ensemble de toutes ces dimensions en un bloc. Et donc, il y a la nécessité d'avoir un patchwork de méthodes. D'avoir un patchwork de méthodes qui nous permettent justement d'utiliser déjà la force des outils existants, la force des travaux de recherche qui ont déjà été réalisés par de nombreuses personnes en France, mais également de les compléter et d'ajouter certaines dimensions. Et c'est là qu'entre en jeu donc, le rôle, ce que nous appelons le rôle de la communauté, et de la construction donc, d'espaces de dialogue entre prospectivistes pour à la fois permettre un partage d'expériences pour bénéficier des expertises des uns et des autres, et également cibler donc, les approfondissements collectifs de certaines dimensions qui sont complexes à intégrer, et dans une première mesure, d'arriver à les intégrer en utilisant, si on n'a pas des outils de modélisation qui intègrent la complexité de pas mal de choses, d'arriver dans un premier temps à faire une première évaluation basée sur des dires d'experts, basée sur des comparaisons, des publications à l'international dans d'autres pays, qui pourraient, par exemple, nous aider et nous permettre de renseigner certaines transformations dans notre pays. Enfin, j'avais mis dans la bulle bleue quelques, je crois, un ou deux éléments pour donner un exemple de comment on passait d'un élément de narratif à une quantification. Et que tout dépendait effectivement de ce cadre quantifié, de son niveau de désagrégation, et que c'était nécessaire d'avoir un cadre flexible et désagrégé qui soit utile justement pour traduire et pour rendre le récit quantifié et concret. Donc typiquement, un exemple, c'est de dire, ben voilà, les plus de 65 ans, entre 2010 et 2050, leur mobilité ne va pas changer. Eh bien, partant de cet élément de narratif ou cet élément de storyline, la manière derrière dont on peut le faire, c'est en regardant donc, nous les différents indicateurs qu'on a. On a par exemple, on n'a pas des indicateurs avec la désagrégation par type d'âge. Certains modèles peuvent le faire. Mais nous, par exemple, on a une estimation sur l'impact sur les kilomètres motorisés parcourus par an, par habitant en moyenne, dans différents types de géographie et différents types de mobilité, contraintes ou non contraintes. Et donc, à partir de cette phrase-là, on va impacter sur certains types d'éléments quantifiés des effets sur ce que ça peut avoir, des effets macro sur la structure de la population et ce que ça peut avoir sur la mobilité moyenne.
Voilà, j'avais prévu d'autres slides à la base, plus pour vous montrer quelques résultats et ce qu'on pouvait en tirer donc ce qu'on pouvait tirer effectivement de la comparaison de scénarios et vous montrer certains de nos résultats. Je vous inviterai, on vous partagera l'autre version, je vous inviterai à aller le regarder vous-même. Je vais juste prendre une slide, une dernière de ce processus pour vous expliquer plus précisément juste les avantages de cette méthode par rapport à d'autres. Et je vais prendre la slide qui est dommage, qui est collée les unes sur les autres. Je vais prendre cette slide-là et je vais vous demander de regarder en particulier les 3 derniers points qui s'appellent les principales innovations de la méthode DDP dans le contexte des scénarios. Pour vous expliquer nous, en quoi c'est différent d'un outil de modélisation, en quoi c'est différent d'autres approches de modélisation qui peuvent être faites. La première chose, c'est prendre en compte l'ensemble, ce que j'insistais sur les storylines, l'ensemble des déterminants des transformations au sein d'un même cadre. Ça peut paraître banal, simple, mais ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, il n'y a aujourd'hui aucun modèle qui le fait entièrement. Donc la faculté de ce qu'on propose, c'est justement d'arriver à partir de ce dont on a vraiment besoin, parler des infrastructures qui sont les sujets importants, parler de tous les différents sujets importants pour construire un scénario. Ensuite, la méthode de quantification des trajectoires ouvertes qui permettent d'intégrer justement différents outils. Ce sur quoi j'ai insisté à la fin. Ça, c'est très important de la même manière, puisqu'en gros, aujourd'hui, on a des fois le problème, on va dire, du modèle boîte noire, c'est-à-dire des modèles dans lesquels on a du mal à savoir ce qui se passe vraiment, quels sont les effets qui sont quantifiés. Et donc, l'idée de cette approche, c'est également d'être très transparent et de publier les différents éléments de projection au niveau raffiné, de montrer les différentes interactions que nous prenons en compte. Et enfin, la connexion entre ces trajectoires et leur usage dans le débat public. Et ça, c'est parce que nous sommes un institut de recherche en politique publique qui se situe à cheval entre la recherche scientifique, on va dire théorique sur les trajectoires et la recherche scientifique sur les politiques et les jeux d'acteurs et comment les transformations se réalisent. Et le rôle central donc du dashboard, qui est en fait ce jeu synthétique d'informations qui nous permet ensuite d'organiser des débats parce que ces indicateurs ont été choisis pour répondre aux questions du débat public et qui permet justement assez facilement de construire une approche itérative entre le questionnement de ces indicateurs, puis le rebouclage sur les storylines, quels sont les déterminants fondamentaux qui ont été pris en compte, quelles sont en fait les mesures de court terme qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à telle ou telle transformation, et donc de construire une approche itérative et transparente avec les différentes parties prenantes. Voilà, et je vous inviterai à regarder la suite si vous le souhaitez. Merci beaucoup Yann pour cette présentation complète. Sur les travaux effectivement des DPP et puis le focus sur le transport et comment on construit effectivement des trajectoires pour ce secteur-là. Il y avait une question dans le chat, même si effectivement j'ai vu quelques échanges. Là, on a fait un focus transport, on a fait un focus aussi sur l'industrie en première partie. Il y avait une question sur le secteur de l'agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Yann, sur ce secteur-là? Oui, tout à fait. En plus, je pense que c'est un sujet éminemment pertinent et qui a souvent été mis de côté dans la question du climat, alors qu'aujourd'hui, il devient central, puisqu'on parle des questions de neutralité donc à la maille internationale. Hein. C'est ça l'objectif, c'est d'atteindre la neutralité dans la deuxième moitié du 21e siècle. Et pour cela, on voit bien de plus en plus la question des puits carbone, de l'usage des forêts, de l'usage des sols, et qui rentre parfois en conflit avec d'autres objectifs comme les objectifs alimentaires ou de biodiversité. Donc je pense que c'est un sujet très pertinent et c'est d'ailleurs, moi je n'ai pas directement travaillé sur les trajectoires de transformation du système agroalimentaire, mais des travaux ont été réalisés par des chercheurs de l'IDRI, Pierre-Marie Aubert en particulier, avec d'autres chercheurs en France et en Europe, sur les trajectoires justement agroécologiques donc du système donc de transformation du système agroalimentaire en Europe à 2050, pour voir quels sont les différents impacts à la fois sur l'artificialisation des sols, sur la sécurité alimentaire, sur la biodiversité, sur le climat.
et donc essayer d'intégrer tous ces enjeux qui se retrouvent effectivement pris en compte, on va dire, dans l'analyse du secteur agricole. Donc je vous invite à regarder ça. Ça s'appelle TIFA, Tyfa. Vous trouverez, j'ai posté un lien tout à l'heure dans le chat, vous trouverez des informations intéressantes à ce sujet. Ok, merci beaucoup Yann. Le temps avance et je voudrais effectivement laisser aussi du temps aux autres intervenants, même si moi personnellement j'avais aussi d'autres questions, mais c'est pas grave, on va avancer. Et puis on pourra y revenir à la fin si on a un peu de temps. Mais du coup, ce que je voudrais faire, c'est que maintenant qu'on voit quels peuvent être les travaux qui déterminent effectivement des trajectoires de transition à un niveau sectoriel, donc à un niveau assez sectoriel, comme je viens de le dire, pardon. Comment une entreprise peut s'approprier ces travaux-là ou d'autres types de travaux de même envergure, donc de partir d'une trajectoire de transition sectorielle pour ensuite définir sa propre stratégie de transition bas carbone, mais à l'échelle et cette fois-ci de l'entreprise en tant que telle, pour qu'elle puisse se positionner et contribuer aussi à la transition bas carbone de son secteur. Donc c'est pour ça que du coup, je vais laisser la parole à Dominique Lucas, donc de Renault, qui est, comme j'avais indiqué en introduction, chef de l'équipe performance environnementale du groupe Renault et qui va nous parler du coup de sa propre expérience sur ce sujet. Donc Dominique, du coup, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors Dominique, oui, ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce que je vous laisse la main sur les slides, hein, c'est bon? Je me permets de vous couper, Dominique. Moi, je vous entends, mais a priori, la salle ne vous entend pas. Alors moi, je vous entends très très bien, mais a priori, la salle n'entend pas. Impossible d'entendre. Ouais. Est-ce que vous avez un autre micro, Dominique? Alors, ce qu'on va peut-être essayer de faire, du coup, ouais, tout à l'heure, j'avais coupé. Alors sinon, ce qu'on peut peut-être essayer de faire, tant pis, ça marchait très très bien, ouais. Et puis moi, je vous entends très très bien hein, de mon côté, mais a priori, la salle ne vous entend pas de la même façon. C'est ce que je voulais proposer. Est-ce que, donc, s'il est OK au niveau de la salle, est-ce que vous entendez bien du coup Céline Phillips, qui est notre du coup dernière intervenante sur la partie adaptation? Ce qu'on peut faire, c'est essayer du coup de switcher et de faire parler du coup, même si on va changer un peu de thématique, faire parler du coup Céline et puis ensuite revenir sur Dominique en espérant que la solution technique soit trouvée. Ouais, est-ce que au niveau de la salle, est-ce que vous pouvez nous dire si Céline, vous l'entendez bien? De manière effectivement à ce qu'on puisse éventuellement intervertir. Ok, bon. On a. Ouais, essayez de vous reconnecter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
on va attendre un petit peu. Désolé pour ce problème technique. Je vous propose d'attendre quelques minutes, le temps que Dominique et Céline se reconnectent, et puis on va essayer du coup de continuer. Désolé, on se met en attente du coup 2 minutes. On va essayer effectivement, de trouver une solution. Et voilà, désolé pour le problème technique. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes si on arrive à trouver une solution. Je peux parler. Alors du coup, on est de retour. Est-ce que vous entendez? On a essayé de trouver une solution en bricolant un petit peu avec Céline. Est-ce que vous entendez Céline de nouveau? Moi, Donc, il y a un petit décalage. On va attendre le retour de la salle sur ton. Est-ce que vous entendez bien Céline qui a commencé à parler? Ouais, mais c'est très loin. Alors on va essayer autrement. Ah oui, et puis Ouais, le problème. de Larsen et je ne vois, du coup, j'entends rien. Et il faut juste m'envoyer des petits messages pour dire oui, ok, on continue comme ça ou pas. A priori, ça a l'air d'être. Ah, Blandine dit ah. Et Pierre demande si c'est un casque et moi je dis oui, j'ai un casque téléphone. Oui, là, super. Bon, Oh, super. Ok. On le fait comme ça. Je te laisse la parole du coup, Céline. Entendu. Et puis je D'accord. mets les slides. Allez. Alors déjà, donc merci à tous de votre patience. Donc c'est vraiment dommage qu'on ait, voilà, donc ces petits problèmes techniques, mais bon, c'est la première fois qu'on fait ce sommet mondial, sommet virtuel, pardon, du climat. Donc c'est normal qu'on ait quelques petits problèmes. Alors en attendant que Edouard réussisse du coup à arriver au transparent qui concerne l'adaptation au changement climatique, du coup je vais quand même commencer. Alors, on va vous parler maintenant. Alors, c'est une gymnastique mentale qui illustre très bien finalement donc la gymnastique et la flexibilité que nous impose le changement climatique dans nos activités à tous. Donc, le climat a commencé à changer, continue à changer. On constate qu'il y a des impacts, certains prévisibles, d'autres inattendus, et ça va continuer comme ça maintenant pendant un certain nombre de décennies. Et donc cette flexibilité, c'est vraiment le maître mot sur nos approches d'adaptation au changement climatique. Je vais commencer par rappeler les définitions du GIEC, de qu'est-ce que c'est l'adaptation et la transformation, parce que là on vient de parler de réduction de gaz à effet de serre et c'est juste pour vous remettre un peu dans le bain sur qu'est-ce que c'est l'adaptation.
Il y a un exemple ici, je pense que vous le connaissez bien, c'est le fait que du coup le changement climatique depuis les années 1950 a des impacts avérés sur les dates de vendange des vins en France. Ici, vous avez l'exemple du vignoble champenois où donc on vendange 2 semaines plus tôt maintenant par rapport à 1951. Et donc la définition du GIEC de l'adaptation, c'est que c'est une démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences. Donc là, cette évolution des dates de vendange, on voit à quel point la société est en train d'adapter ses pratiques professionnelles dans ce secteur d'activité à un impact du changement climatique sur la vigne. Les chercheurs australiens ont proposé qu'on amène une dimension supplémentaire à cette définition d'adaptation parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un jour où du coup l'ajustement ne suffira plus. Et notamment pour le vignoble champenois, on voit que du coup, il y aura un moment donné où le raisin ne produira plus du champagne de la qualité attendue. Et en 2017, là, vous avez une illustration des champagnes Taittinger qui plantent leur cep en Angleterre. Eux sont déjà en train de préparer la transformation, ils sont en train de changer de territoire pour anticiper sur les impacts du changement climatique à venir. Slide suivant, s'il te plaît, Edouard. Donc, du coup, comment peut-on faire pour planifier ces actions d'adaptation et de transformation? Donc il y a un cas d'école que je vous propose de voir ensemble ce matin, qui est celui de l'action d'adaptation de la défense de la ville de Londres contre les grandes marées de la mer du Nord. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le centre de Londres. Là, il y a une photo du quartier qui s'appelle la City. Il se trouve que l'estuaire de la Tamise arrive jusque dans le centre-ville. Et en 1953, il y a eu une marée de tempête avec d'importants dégâts humains et matériels. Et pour protéger Londres des grandes marées, donc a été construite une infrastructure qui s'appelle la Grande Barrière de la Tamise, ainsi que d'autres petites infrastructures en amont de Londres sur l'estuaire. Slide suivant, s'il te plaît. Et donc, du coup, il s'agit maintenant de rénover cette infrastructure. Et la question se pose donc, mais à quelle sera l'élévation des futures grandes marées, des futures grandes marées de tempête? Et donc là, en sachant que le niveau de la mer va continuer à augmenter pendant au moins un siècle, il s'agit d'avoir un dispositif de protection de la ville qui s'adapte progressivement à l'élévation du niveau de la mer. Donc vous avez ici une sorte de cartographie de toutes les solutions de protection de Londres connues par les ingénieurs. Et cette cartographie, donc en haut, vous voyez le niveau de la mer à plus 1 mètre, plus 2 mètres, plus 3 mètres, plus 4 mètres. Et vous avez des lignes verticales en pointillés qui indiquent quel est le niveau attendu pour 2100. Donc, la plupart des modèles prévoient donc un niveau d'élévation du niveau de la mer juste en dessous de 1 mètre en 2100. Néanmoins, il y a des scénarios qui indiquent qu'à la fin du siècle, il y aura peut-être un niveau de la mer à 2050, donc 250 cm. Donc du coup, il s'agit aujourd'hui déjà de commencer à améliorer les défenses contre les inondations et aussi commencer à prévoir le système de demain. Donc, dans cette cartographie, il y a un ensemble de solutions. Donc, élever les ouvrages anti-inondation en amont et en aval
de la Grande Barrière, créer des dispositifs de stockage des eaux de crue, construire une nouvelle barrière, construction d'un barrage. Et dans la cartographie, on indique à partir donc à quel niveau d'impact ces différentes solutions répondent. Et après, donc une fois qu'on a cette cartographie posée, la trajectoire est dessinée, donc c'est la ligne gris clair que vous voyez. La trajectoire est dessinée par, en l'occurrence, c'est le maire de Londres et tous les décideurs politiques de la région qui vont dire, nous pensons que les meilleures solutions, celles que nous choisissons, sont celles-ci. Et cette cartographie, cette trajectoire, permet de savoir quels sont les travaux les plus pertinents maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de tout préparer et articuler correctement. Slide suivant, s'il te plaît. Donc du coup, une autre manière d'appeler cet outil de trajectoire, c'est un outil de planification dynamique. Et donc cette logique de trajectoire va permettre d'élaborer un plan d'adaptation qui est ajustable en fonction de l'évolution du contexte climatique, mais aussi en fonction du contexte socio-économique, des connaissances scientifiques qu'on a sur le changement climatique et ses impacts. Et aussi, très important, on va apprendre de notre retour d'expérience au fur et à mesure qu'on met en place différentes solutions. Et ceci aussi doit pouvoir être pris en compte dans le plan d'adaptation au changement climatique. Donc, la logique des trajectoires d'adaptation, cette approche permet de conserver des marges de manœuvre pour pouvoir opérer différemment en fonction de ces évolutions ou d'éventuelles crises imprévisibles. Et important, cette approche permet d'éviter les décisions irréversibles. Donc, elle permet d'éviter à ce qu'aujourd'hui on prenne des décisions de création d'infrastructures qui seraient irréversibles et néfastes à l'avenir. Je vais passer à la slide suivante, s'il te plaît, Edouard. Donc, du coup, cette logique de trajectoire d'adaptation à l'ADEME, donc on se l'est appropriée. On a déjà développé un outil pour les collectivités territoriales qui s'appelait donc Objectif Climat Trajectoire, qui est disponible maintenant, qui s'intègre dans un ensemble qui s'appelle TACT. Et depuis 1 an et demi maintenant, l'ADEME regarde comment appliquer l'approche des trajectoires d'adaptation aux acteurs économiques. Et on a commencé avec l'adaptation des filières agroalimentaires, donc un secteur où l'enjeu économique est énorme pour la France et qui est aussi très impacté par le changement climatique. Donc, la méthodologie qu'on a développée a été publiée en septembre 2019. Pour nous, ça reste quand même aujourd'hui un travail exploratoire parce que c'est la première fois qu'on travaille ces concepts d'adaptation sur l'ensemble d'une filière de l'amont à l'aval. Et donc la méthodologie qu'on a construite comprend une phase d'analyse des impacts du changement climatique sur l'ensemble de la filière agroalimentaire et aussi une phase de définition des stratégies d'adaptation des filières agroalimentaires. Et cette définition de stratégie s'inspire donc de l'approche des trajectoires d'adaptation. On a expérimenté la méthodologie sur 3 filières agroalimentaires françaises, le bovin viande en système herbager en Bourgogne, la pomme en Pays de la Loire et le maïs en Occitanie. Donc, moi, je vais rester ce matin surtout sur l'approche méthodologique, mais si vous voulez en savoir plus sur cette méthodologie, il y a une séance spéciale du sommet virtuel du climat, donc lundi à 9h30, où vous aurez beaucoup plus d'informations et je vais rester, moi, du coup, sur juste donc, les approches méthodologiques. Donc déjà, slide suivant s'il te plaît Edouard.
Donc la méthodologie, elle vise à accompagner les filières agroalimentaires pour faire face aux impacts du changement climatique. Donc elle permet par exemple d'identifier au niveau d'une filière quels sont les enjeux d'adaptation, par quoi commencer, et à partir de quel seuil, au niveau d'impact du changement climatique, différentes actions d'adaptation doivent être privilégiées. Sur cette notion de seuil, dans un transparent suivant, j'espère que ce sera plus clair. Toute la question, du coup, est de savoir quelle action est efficace pour quel niveau d'impact du changement climatique et quelles sont les différentes alternatives et bifurcations, voire les transformations possibles pour une filière. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, comme pour l'exemple de l'estuaire de la Tamise, donc le travail de trajectoire commence en recensant toutes les solutions d'adaptation au changement climatique. On ouvre le champ des possibles en se posant la question sur est-ce que les solutions actuelles sont suffisantes pour répondre au niveau futur d'impact et quelles sont toutes les alternatives possibles, voire les transformations possibles. On va regarder à la fois des solutions incrémentales d'adaptation, c'est-à-dire des solutions qui demandent un minima d'efforts ou d'investissement financier, et on va regarder aussi les actions transformatives, celles où on change les caractéristiques fondamentales des activités et des systèmes. Slide suivant, s'il te plaît. Donc voici, vous voyez donc le principe de construction d'une trajectoire d'adaptation telle qu'elle est proposée dans notre nouvelle méthodologie pour les filières. Et ici, vous avez une illustration de comment la méthodologie a été utilisée avec la filière pomme en Pays de la Loire. Donc notre méthodologie, elle propose d'examiner 3 niveaux d'impact du changement climatique. Donc le premier niveau d'impact qu'on a identifié avec la filière pomme, c'est qu'il y a déjà des impacts occasionnels du changement climatique qui se manifestent par des anomalies de rendement, des conditions de stockage, transformation et de baisse de la demande consommateur. Est attendu après un niveau d'impact plus important où les acteurs de la filière pensent que plus régulièrement il y aura des baisses de rendement, une dégradation des conditions de stockage et de transformation, et aussi il y aura plus de concurrence sur les marchés export. Et enfin, le troisième niveau d'impact que la filière pomme identifie à l'avenir, c'est qu'il y aura à un moment donné une mise en péril de la stabilité économique de la filière, parce qu'on attend une diminution durable des rendements à terme et aussi des besoins des transformateurs qui ne seront pas satisfaits et une concurrence encore plus forte à l'export. Donc 3 niveaux d'impact identifiés par les acteurs de la filière et donc 3 finalités d'adaptation construites ensemble pour assurer donc une continuité de l'activité économique. Face au niveau d'impact 1, donc l'objectif d'adaptation est le maintien du système actuel, mais face au niveau d'impact 2, l'objectif d'adaptation devient la diversification des variétés de pommes ou la recherche de nouvelles variétés plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques en Pays de la Loire. Et enfin, pour le niveau d'impact du changement climatique très élevé, là, la filière a identifié la nécessité de diversifier les exploitations arboricoles et de s'orienter vers de nouvelles productions fruitières. Donc vous voyez, on rentre vraiment dans une transformation, un changement des attributs fondamentaux du système, de la filière. Donc important, oui, d'accord. Et donc je termine du coup.
Donc juste pour signaler, donc vous donner le lien de cette publication. Et aussi pour signaler qu'on a 2 autres publications qui sont sorties en septembre-octobre autour de l'adaptation des entreprises et des secteurs économiques. Donc un recueil du concept de capacité d'adaptation au changement climatique, où il y a 4 cas d'études d'entreprises qui ont mis en place toutes les ressources et la capacité nécessaire pour faire face aux impacts du changement climatique. Et la troisième étude, c'est une étude des acteurs français de l'adaptation qui partent à l'international. Donc si vous voulez savoir qui fait quoi sur l'adaptation en France aujourd'hui, c'est un ouvrage très utile. Et je terminerai juste pour mentionner le fait qu'on a un webinaire mardi prochain sur les normes internationales. Je le mentionne parce que du coup, il y a une nouvelle norme internationale qui est sortie sur l'adaptation au changement climatique, qui a été publiée la semaine dernière par l'AFNOR en tant que NF, et c'est la norme 14090. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette norme et comment elle peut vous être utile, je vous invite à vous connecter le 26 novembre à 15h30. Merci Edouard. Merci Céline. Avant de passer la parole à Dominique, Lucas pour le témoignage sur Renault, pour revenir sur le sujet de l'atténuation. Il y avait une question du coup sur, là tu as pris l'exemple du coup de la Tamise. Est-ce que du coup on va avoir la même problématique pour la Seine à Paris? Et au-delà de cette question-là, est-ce que tu sais, donc là c'est une question que je rajoute moi, si Paris aussi travaille sur ces questions d'adaptation, enfin de montée du niveau de la Seine éventuellement, en tout cas sur ces questions d'adaptation au sens large? Oui. Donc oui, bien sûr. Donc il y a d'importants travaux sur l'adaptation au niveau de toute la région Île-de-France. Tous les ouvrages qui protègent la région des inondations. Donc, alors je serais incapable là de vous donner le meilleur lien. Je vais peut-être le chercher tout à l'heure et l'envoyer par le chat. Mais oui, donc pour vous rassurer, bien sûr, les différents acteurs autour de la région sont aussi dans cette logique-là. Ok, merci Céline. Ce que je vous propose du coup, c'est d'avancer sur ce webinaire, puisque voilà, avec les problèmes techniques, le temps passe vite. Désolé du coup de ne pas passer beaucoup de temps sur les questions, mais il faudrait qu'effectivement Dominique Lucas de Renault puisse aussi présenter son témoignage. Donc là, dû aux problèmes techniques, on a un peu anticipé et changé l'ordre. Donc là, on a fait un focus sur l'adaptation avec Céline. Merci beaucoup, hein, Céline, pour cette présentation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et avec l'exemple de Renault en tant que tel qui s'approprie les trajectoires de transition. Je vais juste vous demander 1 minute ou 2 le temps que j'arrive à contacter Dominique Lucas et qu'on trouve une solution de dépannage pour la liaison. Je vous demande de rester avec nous. J'en ai pour 1 minute ou 2 le temps de contacter Dominique. Merci pour votre patience. Donc du coup, Dominique Lucas de Renault va nous présenter du coup la stratégie de Renault par rapport à sa transition bas carbone. On va faire comme avec Céline, on va bricoler, mais a priori ça marche bien, donc on continue comme ça. Du coup, bonjour à tous. Dominique Lucas, est-ce que vous m'entendez bien?
Allô, allô. Oui, je pense que le temps qu'on ait le retour des participants, n'hésitez pas à parler. Et puis s'il y a un souci, on le verra assez vite de toute façon dans les retours des participants. D'accord, ok, c'est parfait. Ok, alors on y va. Edouard, tu remets les slides du coup ou je... Oui, je mets les slides. Mais commencez. Alors donc, je commence. Donc, vous allez voir l'exemple de Renault et je vais décrire comment on a déployé notre trajectoire carbone. J'ai vu aussi les petites questions qui sont passées avant que je parle. Je répondrai à la fin. Alors, c'est quand même plus facile. Voilà, super. Et j'ai la main, je peux cliquer. OK, alors, pour l'automobile, c'était relativement facile. Donc, j'avais commencé à donner quelques abréviations. L'IEA, l'International Energy Agency, qui nous a fait une trajectoire à partir des données du GIEC, qui est nommé IPCC, là, International Panel of Climate Change, parce que pour rester sous les 2 degrés, ils ont calculé le nombre de CO2 disponibles en 2050 et ils ont affecté au transport un objectif en gigatonnes maximum. Transport, c'est-à-dire tout le monde, hein, les bateaux, les avions, les camions. Et à l'intérieur de la famille transport, ils ont aussi affecté une allocation inférieure à 2 gigatonnes de CO2 pour 2050 pour l'automobile. Donc pour nous, constructeurs automobiles. Passenger Light Duty Vehicle, c'est tout ce qui est véhicules particuliers et aussi petites estafettes véhicules utilitaires. D'accord ? Donc c'est relativement simple. On a un objectif. Ah, oups, vous n'êtes pas aligné. Je commenterai après. Donc, on a l'objectif de degrés 2050. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça parle du parc. C'est-à-dire que le parc automobile doit être à ce niveau de CO2 pour être compatible de degrés. Et donc, ça nécessite pour nous constructeurs de travailler sur les véhicules neufs qui doivent sortir, eux, avec un impact bien plus petit puisqu'il faut prendre en compte le parc. Et donc, c'est le 84%. Qui est à la fin du graphique, d'accord, sur 2050. Donc, les constructeurs automobiles dans le monde, à l'horizon 2050, pour être compatibles de degrés, ne doivent pas sortir des véhicules qui n'aient pas une empreinte CO2 inférieure à 84% par rapport à ce qu'ils faisaient en 2000. Voilà, pour un coefficient de 0,8 kg. D'accord, c'est à peu près ça. Alors, certains disent, mais c'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que là, on est dans le monde. On pourra reparler de l'Europe, qui va devoir faire des efforts supplémentaires, mais on est dans le monde. Donc, ça donne quoi ? On a un chiffre d'arrivée qui est moins 84% sur la consommation, les tonnes de CO2 qu'un véhicule qui est vendu devra faire. Et ce qui compte, c'est de calculer la trajectoire, comment on y va. Donc, on a passé 2 points de passage. Le premier avec ACT, avec une cible de 2022 pour vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire, la construction de la méthodo avec eux. Et puis, on a validé un deuxième point de passage avec SBT, Science Based Target, pour 2030, pour aller plus loin, parce qu'en fait, il y a des... il ne faut pas reculer le tas de chape, c'est-à-dire moins on descend vite, plus la pente s'accélère, voilà, pour faire court. D'accord ? Et puis, il y a aussi des effets de bascule, c'est-à-dire que quand on est à progression de 3% par an, c'est facile, on peut progresser de 3% par an, mais quand on arrive proche de zéro, on parle plus de scénario de rupture, et le moins 3% de 3, c'est pas forcément la même technologie. D'accord ? Donc voilà, on a une cible finale et on a aussi des cibles intermédiaires. Maintenant, comment on y va ? Je réponds directement aux questions. Pourquoi deux intermédiaires ? Parce que il y avait des méthodes, la méthode ACT était la première disponible. SBT était disponible que cette année, en fait. Donc, on fait dans l'ordre des informations disponibles, et SBT voilà, n'était pas disponible avant, et ACT étaient les premiers à pouvoir nous valider et travailler sur cette trajectoire. Slide d'après, hop, je clique. C'est bon, toujours le son.
Pourquoi je parle de tonnes de CO2 par véhicule vendu? Une information sur l'empreinte carbone du groupe Renault. Vous voyez la répartition. On fabrique des voitures. Le manufacturing, c'est le petit encart bleu. Et voilà nos émissions de CO2 de notre propre industrie. On est déjà très, très, très optimisé. Et vous voyez ce qui est en orange, c'est ce qui compte le plus dans notre empreinte carbone, c'est-à-dire c'est la consommation, les émissions de CO2 des voitures que l'on vend et que vous roulez en fait. Mais Renault est redevable des émissions que vous émettez quand vous roulez vos voitures. Donc c'est pour ça que on est rentré sur cette trajectoire-là, puisque c'est donc les émissions roulant 74% de notre empreinte carbone, les émissions roulant, y compris le carburant que vous mettez dans vos voitures, c'est 83%. Et au total, quand on ajoute toutes les matières pour fabriquer les voitures, nos outils industriels, la logistique pour livrer, et les usines et les concessionnaires, voilà, ça fait un total. En moyenne, un véhicule fait 31 tonnes de CO2 sur son cycle de vie. Le cycle de vie étant une dizaine d'années pour les voitures. D'accord ? Et alors, effectivement, si on fabrique des Twingo, ça fait moins de 30, et si on fabrique des SUV, ça fait plus de 30. On reviendra à la question des SUV à la fin. Effectivement, nous ne parlons que d'empreinte carbone et nous ne parlons pas de pollution, hein, nous parlons de climat. J'aurais une autre question sur les pollutions, c'est autre chose. Là, on parle de climat. Alors, slide d'après. Une fois qu'on a défini le sujet et qu'on a défini les cibles, comment ça marche? Eh bien, on va dire que c'est plutôt facile. On prend le passé et on voit que les émissions sont le facteur principal. Du coup, on se concentre sur les émissions. Si on regarde le passé entre 2010 et 2016, la meilleure façon qu'on a eu de baisser notre empreinte carbone, ça a été d'améliorer la performance, la fuel economy, on va dire la consommation. C'est-à-dire qu'on passe de 7 litres à 6 litres, de 6 litres à 5 litres au 100, par exemple. Et donc, on a continué à travailler cela, sachant qu'un véhicule électrique, en émission en roulant est à 0, mais quand on rajoute ce que j'appelle le well to wheel, c'est-à-dire y compris les émissions du carburant et en l'occurrence de l'électricité sur une moyenne mondiale, ça émet un peu, d'accord ? Et donc on peut baisser l'empreinte. Je réponds tout de suite à la partie publicité parce que vous savez que Renault a fait des voitures électriques depuis 10 ans maintenant. Et malgré nos immenses campagnes de publicité, nos budgets qui sont surdimensionnés sur les voitures électriques, c'est pas pour ça qu'on vend tout ce qu'on voudrait quand même. Donc c'est relativement dur. On reparlera des attitudes consommateurs après. Du coup, regardez ce qui se passe, et c'est le point rouge. C'est pour ça que je me permets de répondre tout de suite aux commentaires. Voilà, malheureusement, on a des pays et on a des clients qui nous demandent des SUV et qui habitent dans des pays où les voitures électriques n'existent pas encore, l'offre de charge électrique n'existant pas non plus encore. Et donc, effectivement, ça a un impact négatif sur notre trajectoire. Pour ça, ça oblige à continuer de travailler les petites briques vertes, et on va revenir après sur chacune des petites briques pour lesquelles j'ai mis des petites icônes, c'est-à-dire la performance énergétique des voitures thermiques pour faire baisser et compenser toutes ces ventes de méchants SUV, n'est-ce pas? Et des voitures électriques, des voitures électrifiées, PHEV, c'est des plug-in hybrides, donc des voitures électrifiées avec ou sans prise de courant. Des services to grid, ce sont les services rendus par les batteries au réseau énergétique, notamment pour aider à la décarbonisation de l'énergie. Et puis, un dernier petit icône après qui va être la mobilité efficiency. Je reviendrai dessus quand on va passer, quand on va revenir sur les slides. Excusez-moi, hein, c'est les commentaires que je vois en même temps que je parle. Alors, donc, toutes ces briques, comment on fait ? La brique numéro 1, donc l'électrification, je crois que vous avez compris, hein, comment on doit réduire nos émissions, on doit avoir des voitures qui n'émettent pas, les véhicules électriques n'émettent pas ni de polluants en l'occurrence, mais ni de gaz à effet de serre en roulant. Par contre, l'électricité qui rentre dans nos voitures fait un impact, d'où le travail sur les services to grid pour faire baisser le mix carboné de l'électricité. Je pense qu'on pourra prendre les questions.
Après, le deuxième levier, la petite icône, c'est tout ce qui est des batteries énergie-service, donc les services rendus par les véhicules électriques pour l'électric grid, excusez-moi, tout est en anglais, donc le réseau électrique, donc soit en smart charging, c'est-à-dire je déporte ma charge de l'heure de pic qui est souvent plus polluée à une heure creuse la nuit qui est souvent moins polluée, ou alors on fait de relations véhicules qui stockent quand il y a des creux, l'énergie renouvelable ne se stockant pas, il faut des batteries pour les stocker, et que l'on restitue quand on en a besoin en vidant les batteries. Donc soit dynamique quand la batterie est toujours dans la voiture, soit en statique quand c'est les fins de vie des batteries et qu'elles sont réutilisées parce qu'elles sont plus conformes pour la mobilité d'une voiture que la consommation d'une maison, même de bâtiment, où elles peuvent finir leur vie en statique et rendre des services, notamment pour stocker l'énergie renouvelable. L'icône d'après, c'est l'économie circulaire. Alors, je suis allée vite sur la partie matière, mais si vous vous souvenez, c'était 14% de notre empreinte carbone. Donc, on doit aussi travailler sur cette partie matière pour donc des voitures moins grosses, moins lourdes, mais aussi des matières recyclées qui comptent moins en empreinte carbone, et notamment le recyclage de tout ce qui va être maintenant électrique. Donc, plusieurs vies à des batteries, reconditionnement de batteries, reconditionnement de moteurs, et tous les matériaux très riches et très coûteux et très à risque aussi, qui sont dans toutes ces nouvelles technologies comme le cuivre, par exemple, que l'on récupère pratiquement à 100% et qu'on recycle aussi à 100%. Encore deux leviers. Ah, j'ai cliqué 2 fois. Non, c'est bon. Donc, voilà, j'ai cliqué 2 fois, pardon. Donc, avant la conclusion et avant de venir aux questions, il y a cette notion de service de mobilité. Ça, c'est de façon plus générale. La voiture étant garée 92% du temps en Europe, il y a quand même une question sur l'efficience de l'utilisation de toutes ces matières pour faire des choses qui ne bougent pas trop. Et donc, tout un travail sur la mobilité partagée pour qu'on garde la notion de mobilité, non pas de possession, et qu'on ait besoin de fabriquer moins de voitures pour avoir le même service. Voilà. Donc ça, c'est Renault, pareil que pour les voitures électriques, a commencé relativement tôt, et maintenant un parc de 7000 véhicules en Europe pour amener les gens à changer d'habitude et soit ou les nouveaux, les jeunes, ne pas prendre l'habitude d'une voiture particulière qui serait garée toute la journée pendant qu'ils sont au travail, mais donc de travailler en sharing et de partager la mobilité d'une voiture quand ils en ont besoin. Et évidemment, nous, on met le plus possible de voitures sharing en électrique pour que ça fasse des contributions zéro. Voilà. Et donc, en conclusion, je rappelle donc la stratégie environnementale de Renault qui a été prise en 2016 et avec un objectif de baisse de l'empreinte carbone qui va jusqu'en 2022 et qui essaye de répondre à tous aux enjeux majeurs. Donc, on a parlé de climat, c'est le sujet d'aujourd'hui. Des gens ont parlé de pollution, c'est aussi notre sujet, c'est ce qu'on appelle la santé dans les villes, c'est-à-dire limiter les polluants, enfin limiter et réduire aussi à zéro, et l'impact sur les ressources pour éviter d'aller chercher des matières vierges et de travailler le plus possible avec des matières recyclées grâce à l'économie circulaire, avec nos leviers d'économie circulaire, véhicules électriques et services de mobilité. Voilà, j'espère que le son est assez bon. Et je pense que, vu les chats, il faut qu'on passe relativement vite aux questions. Et répondre aux questions. Merci Dominique pour cette présentation sur Renault. Effectivement, pas mal de commentaires et de réactions et de questions sur le chat, même si vous avez commencé du coup à répondre à certaines d'entre elles. Il y avait quand même une discussion qui était assez intéressante sur l'offre de Renault sur les véhicules, entre les véhicules on va dire faiblement émetteurs ou les véhicules pointés du doigt en ce moment tels que les SUV, et comment Renault travaille sur ce sujet-là pour satisfaire la demande, mais aussi faire évoluer la demande. Donc vous avez parlé de publicité. Est-ce que vous avez aussi d'autres actions vis-à-vis des consommateurs pour qu'effectivement la
demande client évolue et qu'elle évolue dans le bon sens vers des véhicules qui soient faiblement émetteurs. Oui, c'était au début, là, c'était sur les SUV. Alors, effectivement, c'est mieux de fabriquer des petites voitures. On a de la chance de fabriquer des voitures relativement petites par rapport à d'autres constructeurs automobiles, mais effectivement, l'idéal, c'est plus c'est petit, et plus c'est aérodynamique, moins ça consomme d'énergie, ni d'électricité, ni de carburant d'ailleurs. Donc, oui, on a fait un Eolab, par exemple, un concept car, très, très, très économe. Mais de là à ce que le Eolab, vous chercherez sa photo sur le net, intéresse la majorité des consommateurs, évidemment, il y a du temps. Donc, en attendant, la meilleure façon de faire, c'est que si tous ces gens veulent des SUV, c'est déjà d'électrifier les SUV pour réduire l'empreinte des SUV. C'est ce qui va se passer l'année prochaine. De là à arrêter la commercialisation des SUV, c'est pas évident, hein, même si moi je suis dans un service qui soutient et la mobilité partagée et uniquement la mobilité électrique. C'est pas ça qui fait manger effectivement la plupart de nos collaborateurs. Donc ça, c'est sur la partie SUV. Sur la partie publicité, là, il n'y a pas débat. Hein. Sachant qu'il faut absolument faire des voitures électriques, que nous avons investi des milliards et que nous en avons plusieurs et que les gens ne les achètent pas, les budgets publicitaires sur l'électrique sont plus du double de ce que ça représente en part de marché parce qu'il faut éduquer, il faut lever les craintes, il faut lever les freins parce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Il y a des solutions de plus rouler du tout, évidemment. Il y a des solutions de partage, c'est bien aussi, et on développe ça. Et il y a des solutions de mobilité électrique, si on veut garder ses habitudes, hein, sauf évidemment sur les grands trajets, mais au plus de ses habitudes actuelles. Enfin, c'est dans le sens, voilà. Pourquoi les gens n'achètent pas de voitures électriques? Parce que pour l'instant, elles sont un peu plus chères et qu'ils ont des habitudes de faire 500 km en voiture et qu'ils n'ont pas non plus les moyens de s'acheter une voiture électrique qui fait 500 km. Les PHEV, c'est pas mal. Pourquoi pas? Il y en a quelques-uns. Il faut et aller à la pompe et aller se brancher. Donc, il faut tout essayer. En fait, on n'a pas tellement le choix. Il faut vraiment réduire l'empreinte carbone. Il faut arrêter de vendre des voitures thermiques. Donc, il faut tout essayer pour arriver à changer nos très mauvaises habitudes. Et j'avais vu une autre question intéressante tout au début, je remonte. Oui, sur la neutralité carbone, pourquoi on n'est pas à zéro? En fait, l'Europe est très en avance. Donc, effectivement, il va y avoir des objectifs zéro sur l'Europe. Pas sur le monde encore parce que il y a toujours un équilibre entre industrie, mobilité des gens, coût d'évolution. Mais l'Europe étant relativement riche, il y a des consignes de la Commission européenne sur des trajectoires zéro parc 2050. Ça veut dire que ce serait la fin de vente des véhicules thermiques sur 2040. Donc là, c'est des trajectoires différentes que je ne vous ai pas montrées, avec des incitations énormes sur la mobilité partagée, la mobilité électrique seulement. Alors peut-être d'autres technologies, par exemple l'hydrogène. Je vois qu'il n'y a pas de question sur l'hydrogène, mais c'est toujours la question qui arrive. Manque de bol, l'hydrogène doit être décarboné, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ou tout ce qui est biocarburant, ils sont limités aussi pour éviter les interférences entre alimentation et biocarburant, alors qu'eux aussi ils ont des bonnes empreintes. Enfin, c'est tout un équilibre et il faut travailler tous ensemble. Et d'ailleurs, l'automobile ne travaille jamais seule. Il y a une question aussi sur la décarbonisation de l'électricité. L'électricité, l'énergie, en fait, c'est le premier secteur avec des objectifs zéro avant nous. Et là aussi, il faut travailler avec eux. C'est pour ça qu'on travaille sur les services de batterie, parce qu'ils doivent complètement switcher leur modèle pour avoir de l'énergie décarbonée. Et il y a besoin de stockage. Et c'est très étonnant ces questions. Je ne peux pas aller aussi vite que les questions se posent. J'essaie de parler le plus vite possible. Oui. Au niveau des questions, effectivement, on a beaucoup de questions sur cette intervention. Donc, une autre question aussi qui est toujours sur le lien avec l'électrique, notamment que une participante qui soulevait le fait que le prix était du coup un frein aussi à l'acquisition ou à l'achat ou aller vers des véhicules électriques. Et quelles sont vos réflexions dans ce sens-là pour rendre, on va dire, le véhicule électrique plus accessible aux consommateurs? Mais oui, c'est là. Alors là, on n'a pas d'autres méthodes
que la masse, c'est-à-dire plus on avance, plus ça baisse. C'est ce qui s'est passé sur les dernières. Plus il y a de volume, hein, c'est les volumes qui font baisser parce qu'on amortit les technologies, parce qu'il y a des effets d'échelle. Par exemple, sur une Zoé, on a commencé il y a 10 ans, elle est au même prix avec une autonomie plus grande, par exemple. Et ça, c'est grâce aux travaux, tous ensemble, aux efforts avec les équipementiers de batterie. Je vois un autre truc que je ne peux pas laisser passer, c'est est-ce que la batterie pollue? Alors ça aussi, faut faire très très attention. La batterie pollue pas tout le processus des véhicules. Donc on est encadré depuis très longtemps sur un recyclage à 100% des voitures. C'est le même cas de figure hein, sur les batteries. Et donc sur toute la chaîne de valeur, du sourcing, tout ça, tout est contrôlé, tout est vérifié pour qu'il n'y ait pas de pollution extrême. Par contre, une batterie, c'est très lourd. Et donc effectivement, en empreinte complète de véhicule, ça rajoute, on va dire, de la masse carbone à l'empreinte de la voiture. Du coup, un break-even, un besoin pour amortir et compenser par rapport à une voiture normale d'un peu plus de kilométrage, c'est-à-dire il faut à peu près 2 ans pour que ce soit équivalent à une voiture. Mais après, sur le suite, c'est évidemment plus bas. Et aussi, au quotidien, c'est 0 émission. Hein. Attention. Voilà. Alors, l'électrique, c'est nucléaire. Oui, alors là, exact. Mais le nucléaire, c'est décarboné. Donc, la problématique étant le climat, il faut voir effectivement quels sont les enjeux. Donc, d'abord décarboné et effectivement, après, tout ce qui est énergie carbonée, la switcher vers de l'énergie renouvelable qui ne sera pas du nucléaire contenu. Et évidemment, le mot-clé, c'est sobriété. On est d'accord avec vous. Oui. Une question aussi, là, je remontais un petit peu dans le fil, qui me paraissait intéressante. Voilà, la solution aussi, c'est, enfin, un des leviers, c'est de travailler sur la mobilité, effectivement, de ne plus être sur un modèle de possession de voiture et d'avoir une voiture à un niveau individuel. Mais on a quand même beaucoup de schémas territoriaux qui sont basés sur effectivement l'usage de la voiture et très peu d'offres alternatives. Alors même si c'est pas Renault directement, parce que vous êtes constructeur automobile, mais est-ce que vous travaillez avec des autorités d'organisation de mobilité? Est-ce que vous avez des réflexions avec les collectivités sur justement aussi faire évoluer la voiture, non plus sur l'aspect je possède la voiture, mais je l'utilise et je m'en sers comme service? Est-ce que vous avez des réflexions comme ça? Vous l'avez abordé rapidement, mais est-ce que vous travaillez aussi avec justement d'autres acteurs, des acteurs territoriaux qui vont permettre de faire évoluer la mobilité des Français? Oui, exactement. En fait, on doit travailler tous ensemble. On travaille avec les collectivités, on travaille avec les bâtiments, l'immobilier aussi, et les services énergétiques. Là, tout le monde veut continuer à bouger et tout le monde va devoir bouger à 0 CO2. Donc, tout le monde ne pouvant pas s'acheter une voiture électrique, qui est pour l'instant plus chère, même si elle était moins chère. De toute façon, à terme, on devient trop nombreux, il n'y a plus de place pour mettre les voitures. Donc, effectivement, il faut trouver du transport collectif, il faut trouver du transport individuel, on va dire du transport automobile, mais pas individuel, qui est donc partagé, qui permet de faire soit les bouts de réseau, parce que on peut pas mettre des métros partout, des tramways partout, soit économiquement, il faut plutôt des minibus que des gros bus, des choses comme ça, où là, les Kangoo, les Trafic et les Masters électriques peuvent faire ces relais. Et donc, on travaille avec eux sur une multimodalité, on dit ça, multimodalité, où l'automobile est en complément du transport collectif et où les gens sont toujours mobiles, mais de façon différente pour réduire l'empreinte globale et la pollution dans les villes et l'encombrement des voitures qui restent garées et qui bougent pas, et que le partage permette de dimensionner au mieux les transports avec un S, y compris des voitures en partage, par exemple. Ok, merci. Peut-être une dernière question, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. On a parlé beaucoup de l'électrique, l'évolution de la mobilité. Quels sont aussi sur des schémas, on va dire, un peu plus traditionnels, mais qui peuvent quand même faire bouger les lignes? Vous avez des réflexions justement sur des véhicules de moins en moins consommateurs d'énergie?
carburant. Et est-ce que aussi sur vous avez une réflexion ou une position sur l'utilisation des biocarburants? J'ai vu qu'il y avait quelques échanges aussi là-dessus. Donc un peu de questions. Est-ce que vous travaillez aussi, donc l'électrique, on a bien compris, mais sur les véhicules thermiques, est-ce que vous vraiment travaillez sur la réduction